En Barreau, en ce mercredi, avec rediffusion le dimanche comme à l'accoutumée. Et pour cette émission de la semaine, on va parler plus de l'économie. Et on reçoit ici justement le cercle de réflexion des économistes de Madagascar à travers Rad Ratoupson. Bonjour à vous. Bonjour madame et bonjour à tous nos auditeurs. Quand on dit économie, cela veut dire croissance. Et le cercle justement de réflexion des économistes de Madagascar n'ont pas cessé depuis de clamer, d'orienter ou de donner des avis, mais là à travers un nouveau régime et un nouveau souffle donc qui se veut être porteur d'espoir auprès des Malgaches, l'économie est mise en avant, mais comment peut-on parler de développement à travers un pays qui a quand même connu des secousses autant au niveau socio-politique qu'économique? On peut parler de développement si on arrive à identifier les différentes conditions qu'il faut mettre en œuvre. Puisque lorsqu'on parle de développement, il faut aussi passer à la croissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut réunir toutes ces conditions-là. Et pour le pays comme Madagascar, la condition la plus déterminante, c'est la recherche de cette stabilité, que ce soit au niveau politique ou économique. Et cela veut dire pour une population jeune qu'elle doit être active et dynamique, mais quand on dit économie, on parle aussi de finances, de capacité de qualification du capital humain, on parle aussi de cadres juridico-institutionnels, application de lois, revalorisation des ressources existantes, mais également de confiance. Oui, à Madagascar, c'est pas la législation qui manque, mais la façon dont on applique les règles. Donc justement, ça aura une répercussion positive ou négative dans toute économie si la rigueur n'existe pas. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un nouveau régime actuellement et on espère qu'il y aura une transformation structurelle de l'économie et aussi une transformation dans la pratique politique à Madagascar, pour que tous les acteurs politiques et économiques à Madagascar gagnent dans les activités économiques et que les opérateurs aient confiance dans les business qu'ils font à Madagascar, que ce soit les nationaux et surtout les étrangers qui ont une conviction que là maintenant on peut miser des capitaux à Madagascar parce que bien évidemment il nous manque ce capitaux, alors que le capitaux en économie c'est l'élément mobilisateur pour pouvoir avancer et avancer dans le sens où il existe une croissance économique positive. Donc on espère dans les mois et les années à venir que les Malgaches sentent cette transformation structurelle dans la gouvernance. Justement, vous avez parlé de transformation structurelle, mais il y a aussi transformation infrastructurelle, si le mot existe, des infrastructures. Et là, actuellement, si l'on voit par rapport donc aux veines pour l'industrialisation, c'est ici, on parle de transition énergétique et on mise beaucoup donc sur la nature. On parle de solaire, on parle de tout ce qui est hydroélectrique, mais quelles sont les conditions pour vous au niveau du CREM pour que cela puisse se faire? La première condition, c'est que le régime actuel, avec tous les acteurs économiques et politiques, arrive à évaluer dans le sens où on arrive à quantifier nos ressources énergétiques. Parce que le plus souvent, on dit qu'on a de la potentialité à Madagascar, mais nous n'avons pas la capacité de les évaluer. Donc, pour avoir une capacité de négociation aussi vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de la politique énergétique actuelle, surtout dans la transition énergétique, dans le solaire et l'éolienne, l'éthanol, ainsi de suite, il nous faut des chiffres pour dire à nos partenaires, pour notre prévision à moyen et à long terme, que nous pouvons le faire et que nous pouvons être le leader en Afrique. Donc dans ce cas-là, le premier travail à faire pour cette transition énergétique, c'est la valorisation de nos ressources énergétiques
avant d'effectuer des business plans en la matière. Elle a été soulevée tout dernièrement par les responsables du ministère de tutelle, si on parle de l'énergie, que les contrats avec les partenaires ont été étudiés et revisités ensemble. Mais qu'est-ce qui manque ou quelle est notre faiblesse quand on fait des contrats? C'est un bon signe pour le moment. Et espérons que les mauvaises pratiques antérieures ne reprennent plus. Parce que bien évidemment, lorsqu'on effectue un grand contrat, non seulement dans le domaine énergétique, mais aussi dans d'autres domaines, on se contente malheureusement à la décision des gens au pouvoir au détriment de besoins de la population entière. Si nous reprenons tout simplement le cas de Croma pendant l'Ancien Régime, la répercussion reste encore. Donc, en matière énergétique, parce que c'est un grand investissement, la révision de ce contrat peut poser des problèmes. Nous espérons donc que le contrat va être optimal dans le sens où Madagascar et ses partenaires auront des bénéfices qu'on dit gagnant-gagnant. Et comme nous avons avancé au sein du CREM, lorsqu'on effectue un contrat vis-à-vis de l'extérieur dans la promotion d'un secteur, il faut mettre en place la culture de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que on donne plus d'avantages aux investisseurs nationaux à 51% et on laisse l'espace de 49% aux étrangers qui sont intéressés par le projet que nous venons de créer. Donc en d'autres termes, il faut que nous arrivons à imposer nos besoins vis-à-vis de nos partenaires, mais pas l'inverse. D'accord. Mais est-ce que cela s'applique à tous les secteurs quand même d'activité à rendement économique ? Bien sûr. Et ces conditions prérequises à travers une transformation d'une structure économique bien fondée, comment ça doit se faire ? Pour ce faire, il nous faut des moyens. Les moyens, c'est pas seulement financiers, mais surtout humains. Nous avons beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une population jeune qui ont des compétences aussi, mais si nous regardons le marché du travail à Madagascar, tous ces jeunes sont sous-employés. Ceux qui ont eu des diplômes plus élevés ont plus de difficultés à trouver de l'emploi convenable à sa spécialité. Donc il est temps maintenant de valoriser encore une fois ces ressources et surtout ressources humaines pour avoir une synergie, comme vous l'avez dit, au sein d'un secteur ou dans toute économie. Donc dans ce cas-là, si nous arrivons à s'organiser d'une manière solidaire, nous pouvons donc mener une négociation fructueuse vis-à-vis de nos partenaires, non seulement dans le secteur énergétique, mais dans d'autres secteurs aussi. Mais appeler aussi les partenariats ou investisseurs étrangers demande également une forte potentialité, comme vous avez dit, donc de la potentialité de la main-d'œuvre, mais aussi d'intellectuels nationaux dans ce système. Mais comment rendre donc des conditions d'exploitation rentabilisées et rentables ? Il suffit d'effectuer une analyse financière. Si vous voulez parler de la rentabilité financière dans un projet, il faut que le taux actuel net de l'investissement soit égal au taux de rentabilité interne. Ça veut dire que si nous voulons investir dans le secteur public, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, à part les bénéfices sociaux ou le surplus social requis par le projet, il faut que les promoteurs, les investisseurs arrivent à être convaincus que ce projet va leur apporter de la valeur ajoutée, non seulement pour eux, mais surtout pour la nation aussi. Vous avez d'ailleurs déjà signifié le mot, mais tout est conditionné aussi par moyens financier. Et pourtant, bien qu'il y ait une grande volonté des industries locales ou encore des petites et moyennes entreprises, il y a toujours facteur bloquant quelque part. On parle toujours de moyens. Oui, c'est vrai. Si nous parlons de la promotion de ces PMI et PME,
Actuellement, on parle aussi d'incubateur, d'incubation en entrepreneuriat, mais bien évidemment, comme vous l'avez dit, si le système bancaire malgache actuel n'aura pas aussi de transformation... Quelle transformation? Au niveau du système bancaire, nous devrons mettre en place les produits et services bancaires qui permettent à ces start-upers de mener leurs projets, parce que nous connaissons très bien que le taux d'intérêt bancaire à Madagascar ne permet pas, de façon générale, aux start-upers de mener donc leurs projets. Donc, dans ce cas-là, il nous faut une stratégie nationale de mise en place d'une banque peut-être d'investissement ou une banque nationale ou une banque populaire qui est oui, parce que nous avons là actuellement que des banques commerciales, vous voulez dire. Oui, bien évidemment, et malheureusement ces banques-là, la participation malgache en termes de capital n'est plus significative. Au fait, qui régularise le taux bancaire, Non, maintenant c'est à travers le taux directeur de la Banque centrale, c'est à partir de là que les banques primaires ou les banques commerciales formulent leur taux d'intérêt. Mais à Madagascar, puisqu'il y a trop de risques, comme on a dit, avec cette question d'instabilité politique et économique, ils comptabilisent ces risques-là dans leur calcul de taux d'intérêt. Donc c'est pour cette raison que il est plus difficile de mener une affaire pour un national qui a une bonne idée dans l'entrepreneuriat. Alors Rad Ratupson, rappelons-le, qui est ici membre du CREM, comment rassurer donc un start-up ou encore un simple propriétaire d'entreprise moyenne ou de vouloir faire un prêt, étant donné que les conditions là sont quand même pas atteintes aux moyens? Soit ce start-upper dispose à l'avance un capital accumulé, donc il a les moyens financiers pour avancer, soit il demande à leurs amis proches de les soutenir en termes financiers, soit il peut aussi s'aventurer de mener son dossier dans une banque commerciale, mais malheureusement il faut qu'il ou elle connaisse quelqu'un pour appuyer ou pour soutenir son dossier. Et le plus souvent, s'il a une relation ou un partenariat avec une grande entreprise, ça peut peut-être aller de prêter de l'argent auprès d'une banque commerciale. Et bien évidemment, en plus de tout ça, il faut qu'il ait un garantie béton, que ce soit en nature ou financier aussi. Et pour la Banque centrale, comment pense le CREM pour que la Banque centrale soit stable au niveau donc des entrées des devises? Parce que parfois on soulève aussi les devises ne sont pas aussi stables que ça. Parfois il y a des moments même où on dit il y a alerte. Oui, rappelons que la mission de la Banque centrale c'est de mener une politique monétaire qui va stabiliser le prix, c'est-à-dire l'inflation, et aussi la stabilisation de notre monnaie par rapport aux monnaies fortes étrangères, en l'occurrence l'euro et le dollar. Et bien évidemment, cette politique monétaire va toujours de pair avec notre capacité à produire et aussi notre capacité à exporter. Mais malheureusement, notre besoin d'importer est suffisamment plus large par rapport à notre capacité d'exportation. Donc, on appelle déficit commercial, nous amène le plus souvent à une nécessité de la dépréciation de notre monnaie nationale. Donc, dans ce cas-là, il faut que la politique monétaire de la Banque centrale puisse appuyer l'environnement des affaires à Madagascar, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de système bancaire par exemple. Il faut que la Banque centrale arrive à négocier, arrive à mener une politique monétaire incitative, surtout pour le secteur privé, pour que le secteur privé ne sera plus évincé par le secteur public à travers ce système. Alors justement, plus d'importation que d'exportation, le constat a été quand même émis et des décisions ont été prises au niveau du ministère du Commerce. Si l'on parle de certains produits alimentaires ou PPN, et justement pour donner nouveau souffle aux entreprises locales. Mais est-ce que cette jonction de travail entre ministère du Commerce, ministère les douanes et tout cela, comment
Selon le CREM, peut-on travailler ensemble pour justement faire valoir plus de l'exportation que par rapport au surplus d'importation, tout compte fait qui reste aussi, désolé, mais privilégié aussi pour le consommateur. Hein, on se tourne vers plus l'importation. Oui, dans une économie ouverte comme le cas de Madagascar, on se confronte toujours sur ce qu'on attend par asymétrie d'information. C'est-à-dire que il n'existe pas de transparence et de fluidité d'information sur le marché, quel que soit le produit ou le service à échanger. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, à travers les ministères de tutelle, ont la mission de faciliter, de donner des informations aux acteurs économiques, surtout dans le secteur privé, pour pouvoir mettre en place cette dynamique de l'économie au sein d'un secteur particulier ou dans toute économie. Donc, dans ce cas-là, le CREM a toujours dit qu'il faut rendre effective. C'est ce que nous avons déjà commencé sur le partenariat public-privé. Donc, c'est ce type de partenariat va permettre à tous les acteurs de s'informer et de faire une prospection de marché, que ce soit au niveau national et surtout à l'international, pour avoir une plus grande part de marché au niveau international et aussi pour inciter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos PME et nos PMI de produire plus. Mais actuellement, on a l'habitude, on a la culture de cette production de subsistance. Mais maintenant, il est temps de produire à grande échelle pour viser ou pour accaparer une plus grande part de marché au niveau de notre région subsaharienne, par exemple, la SADC, la COMESA, mais surtout au niveau mondial, parce que on est des être membre sympathisant, mais justement, être acteur. C'est ça. Vous avez signifié un terme qui, quand même, nous a tiqué sur embarras, c'est ce que vous dites épargne dormant. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi cela consiste et quel est le danger? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'on veut relancer une économie, il nous faut un élément mobilisateur. Et cet élément mobilisateur, c'est le capital. Et pour obtenir du capital, soit on accumule au préalable, soit on cherche des moyens sur la base de confiance mutuelle de tous les acteurs nationaux et internationaux. Et Madagascar est membre à part entière de l'FMI. Nous devons donc faire preuve de confiance avec nos partenaires que nous avons aussi des capitaux. Et ces capitaux, malheureusement, sont des épargnes dormantes. On définit l'épargne dormante comme nos cotisations auprès des assurances, nos épargnes auprès des caisses d'épargne. Et malheureusement aussi, il existe depuis un certain temps des enrichissements qu'on dit illicites à Madagascar. Et ces gens-là n'ont pas osé de mettre à la lumière la richesse qu'ils ont reçue d'une manière illicite, quoi. Donc, dans ce cas-là... On parle autant des autorités que du simple citoyen. Oui, justement, que ce soit des autorités et aussi des simples citoyens, des acteurs économiques qui ont effectué des abus dans la concurrence, parce qu'on parle le plus souvent aussi de la concurrence déloyale, que ce soit au niveau national et aussi au niveau international. Donc, actuellement, la mobilisation de ces épargnes dormantes fait partie de défis que nous devons mettre en place pour que nous puissions donner à nos PME et PMI les fonds nécessaires pour faire développer leurs projets productifs. Le mot est sorti, corruption. La corruption, c'est un frein qui fait notre pays le plus pauvre en Afrique et aussi dans le monde. Parce que la corruption signifie en économie que le coût de transaction devient de plus en plus cher. Et dans ce cas-là, il y a une exclusion au préalable de certains acteurs économiques. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire une promotion de masse en termes d'industrialisation, en termes de production à grande échelle, puisque certains ou la plupart des marchés est déjà accaparé par une infime minorité des acteurs économiques. Avant même qu'il ait eu appel d'offres parfois. Bien sûr, bien sûr. Donc il est temps de mener bien cette concurrence sur tous les marchés, tout simplement parce que lorsqu'on a mis en place, lorsqu'on rend effectif la loi sur la concurrence, c'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons espérer
qu'il y aura un décollage économique à Madagascar. On parle maintenant, dans le monde d'ailleurs c'est déjà courant, mais à Madagascar on commence à s'y prendre plaisir, c'est tout ce qui est en ligne, vente en ligne, et est-ce que ça ne tue pas quand même l'économie quelque part? C'est une arme double tranchante, mais bon, comme je vous l'ai dit, Madagascar a un modèle économique ouvert. Dans ce cas-là, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on arrive à mener une stratégie face à cette nouvelle forme d'accélération de l'échange commercial aussi, puisque ce qu'on veut en fait, c'est de satisfaire nos besoins au bon moment. Donc, si nous arrivons à mettre en place une stratégie en matière de technologie et de l'information, nous pouvons donc faire des ripostes si nécessaire à des malfaiteurs en ligne. Mais malheureusement, c'est une opportunité aussi pour nous, parce que nous avons des produits spécifiques au niveau mondial et que nous avons de l'avantage comparatif et compétitif. Et la vente en ligne ou l'e-commerce permet donc de rendre la promotion donc, de ces produits-là, comme j'ai dit, ou même du pays, puisque nous pouvons produire plus avec la technique de l'économie d'échelle qui va rendre moins cher ces produits-là au niveau local et surtout au niveau international. Et plus tard, nous espérons qu'il y aura beaucoup de produits malgaches qui auront des labels malgaches. Question d'un auditeur qui a été proposé aussi, c'est l'exploitation de la monnaie étrangère à travers les transactions. On voit ici et là parfois que des prix sont affichés à travers des monnaies internationales, alors que le produit est bien ici à Madagascar et vendu à Madagascar. C'est un bon et un mauvais signe, puisque en Afrique, seul à Madagascar, les gens n'acceptent pas l'euro et le dollar lorsque nous effectuons un achat quelconque. C'est un mauvais signe aussi parce que ça signifie que nous ne faisons plus confiance à notre monnaie. Donc, avec ces deux scénarios, il nous faut donc une politique, encore une fois, monétaire, qui va rendre stable, parce que la clé, c'est la stabilité de notre monnaie nationale par rapport à ces monnaies étrangères. Mais ça n'empêche pas que, si nécessaire, avec un achat de grande envergure, on peut mettre en place une transaction avec la monnaie forte étrangère, en l'occurrence le dollar et l'euro, comme ce qui se font d'ailleurs dans tous les pays développés. Il faut donc qu'on arrive à valoriser et avoir confiance en notre monnaie nationale, mais en même temps, il faut aussi que la transaction ou le débit de la transaction commerciale soit plus grande aussi avec les autres monnaies étrangères. Eh bien, c'était votre embarras, cher représentant ici du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar, la personne de Rado Ratubson. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation.